J'aimerais d'abord commencer par féliciter le GRAD pour ce projet et pour les résultats auxquels ils sont parvenus, qui sont vraiment édifiants et qui pourront servir à nourrir les politiques publiques. Alors, mon rôle en tant que directrice du genre à la commission de l'UEMOA, c'est d'œuvrer à ce que le genre soit pris en compte dans l'ensemble des politiques sectorielles. L'UEMOA, comme vous le savez, regroupe 8 pays. Et dans chacun de ces pays, il est important que dans chaque secteur, on puisse identifier les problématiques sexo-spécifiques et y apporter des réponses. C'est la raison pour laquelle la stratégie genre de l'UEMOA, qui a été adoptée par le Conseil des ministres en 2018, a comme axe principal l'institutionnalisation du genre dans les organes de l'UEMOA et dans les États membres. Ça, c'est le premier axe. Je vais y revenir. Et le second axe a attrait aux initiatives spécifiques axées sur les droits, la représentativité et l'autonomisation économique des femmes. Pour ce qui est de la question de l'institutionnalisation, comme je le disais, c'est de faire en sorte que le genre soit pris en compte dans tous les secteurs de planification d'un État. Et comment faire? L'UEMOA s'attelle à donner des outils nécessaires pour cette prise en compte du genre dans l'ensemble des politiques. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, par exemple, ça va être le ministère en charge du commerce. Qu'est-ce que le ministère en charge du commerce doit faire en matière de genre pour que l'ensemble des politiques commerciales puissent tenir compte du genre? Lorsqu'un État décide, par exemple, de promouvoir une certaine filière, c'est de savoir que derrière les produits qui sont promus, il y a des acteurs. Quel est l'impact différencié du commerce sur les hommes et sur les femmes? Ce sont ce genre de questions que nous nous attelons à adresser, mais il faut admettre que c'est encore difficile parce que la sexospécificité a du mal à pénétrer les autres secteurs, surtout celui de l'économie. Le genre ne pénètre pas la prospective macroéconomique. Nous sommes toujours, lorsque nous parlons de genre, à parler de droits de la femme, de violences basées sur le genre, alors que le genre, en fait, pour vraiment changer la condition des femmes, doit aller dans la planification des politiques publiques. Là, pour le commerce, le genre doit intégrer les pratiques commerciales. Le ministère en charge du commerce d'un État peut être enclin à intégrer cette question du genre. Mais comment faire? C'est souvent la question qui se pose. Et souvent, nous manquons de données. C'est la raison pour laquelle je félicite cette initiative-là, parce qu'elle donne des données factuelles. Il y a des évidences empiriques qui permettent de nourrir la réflexion. Nous parlons de zones de libre-échange continentales. Est-ce que les échanges déjà au niveau régional sont à leur optimum? Quels sont les acteurs de ces échanges? On se rend compte, on le savait déjà, mais ici nous avons des chiffres qui montrent que le commerce transfrontalier est majoritairement quand même occupé par les femmes. Maintenant, que pouvons-nous faire pour ces femmes? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent? Le panel précédent a mis en lumière un certain nombre de difficultés qui ont surtout attrait aux tracasseries qu'elles rencontrent, mais il y a aussi les questions de financement. Il y a la question de savoir d'ailleurs les droits. Ces femmes connaissent-elles leurs droits? C'est quand même un minimum. Cela
permet de freiner certaines injustices. Et au niveau de la commission de l'UEMOA, nous avons un département du marché régional et du commerce. Et là, il y a un projet aussi de facilitation des échanges. Et c'est ce genre de données que nous avons eu aujourd'hui qui peut influencer la décision politique. En plus de ce que nous faisons comme action au niveau de notre axe 2, qui a attrait à l'autonomisation de la femme. Mais je voudrais dire ici que la particularité de cette recherche-là, je suis moi-même chercheur, c'est d'avoir réussi à faire de la sexospécificité une variable de recherche. Et je crois que c'est ce qui manque dans l'ensemble de nos politiques publiques. Alors nous, dans la stratégie, nous avons décidé de mettre l'accent sur la recherche, créer la passerelle entre les praticiens du développement et le monde de la recherche, afin que les résultats de recherche puissent servir à l'élaboration des politiques publiques. Voilà un peu dit brièvement l'ensemble des actions que nous menons en termes de genre au niveau de la commission. Je vous ai fait grâce d'un volet très important, qui est assez complexe, c'est celui de la budgétisation sensible au genre, où il ne s'agit pas de créer des lignes pour les femmes. Lorsque l'on dit BSG, souvent on pense à ça, on va prévoir des actions pour les femmes. Non. Nous passons maintenant au budget programme. Nous passons des budgets de moyens au budget programme. C'est-à-dire que les budgets que nous avons ne sont que des traductions chiffrées des choix politiques que nous aurons faits en amont, c'est-à-dire nos programmes. Et c'est là, à l'élaboration du programme, dès que l'on fait le diagnostic à l'ensemble des cycles de vie du projet, le diagnostic, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation, c'est là qu'il faut prendre en compte la sexospécificité. Lorsque l'on doit mettre en œuvre un projet, d'abord au diagnostic, faisons une situation différenciée des hommes et des femmes. Et à ce moment-là, les problématiques vont émerger de manière sexospécifique, les activités vont en découler pour les résoudre, et ensuite, la traduction chiffrée qui est le budget pourra prendre en compte la sexospécificité. Une autre chose qui est importante, mais qui est difficile à quantifier, c'est la question du travail non rémunéré. C'est-à-dire que dans l'économie, vous avez des productions marchandes, vous avez des productions non marchandes. Le travail non rémunéré, c'est dans l'ensemble, si vous voulez, les travaux domestiques auxquels les femmes sont soumises, mais pas seulement. Il y a certaines productions agricoles qui, malencontreusement, se retrouvent dans le travail non rémunéré. Mais ce poids, quel est l'impact de ce travail non rémunéré sur les activités des femmes? Ces commerçantes qui passent d'une frontière à l'autre, généralement, elles consacrent un certain temps aussi au travail non rémunéré. Et les politiques publiques doivent aussi adresser cette question-là pour libérer le potentiel des femmes. Encore faudrait-il le rappeler, l'UEMOA a pour vocation d'œuvrer à un marché régional. Et qui dit marché régional dit libre circulation des personnes, mais aussi des biens et services. D'où l'importance de ce genre de recherche, comme je le disais, qui met le doigt sur les transactions que peuvent occasionner l'ensemble de ces flux, et plus particulièrement le commerce des femmes. J'aimerais finir
en rappelant quand même que lorsque l'on parle de genre, on parle beaucoup des femmes. Mais ici, le genre, c'est aussi bien l'homme que la femme. Et cette composante du projet qui s'attelle à regarder les relations dans le ménage est aussi importante. Les femmes l'ont dit, elles ont scolarisé des enfants, elles assument des dépenses importantes dans leur ménage. Lorsque l'on parle de croissance économique, il faut aussi aller dans les ménages pour voir l'impact de cette croissance sur non seulement les individus, mais la vie du ménage elle-même. Libérer d'un côté le potentiel des femmes pour qu'elles contribuent au mieux à la croissance, mais aussi faire en sorte que les retombées de la croissance puissent être équitables. Je pense que c'est cela le développement inclusif. Je vais laisser la parole peut-être aux autres, à moins qu'il y ait d'autres interrogations.